Cela faisait 12 ans que je n'avais pas manqué un seul dîner du dimanche. Pas une seule fois. Ni après avoir fait des semaines de 70 heures. Ni après avoir enchaîné les gardes pendant la période des impôts. Pas même cet hiver-là où j'avais une grippe si forte que je tenais à peine debout. Ma mère, Linda, disait toujours que j'étais celle sur qui on pouvait compter. La fille qui se souvenait des anniversaires, qui apportait le dessert, qui était toujours présente. Ce soir-là, j'ai conduit les 40 minutes jusqu'à la maison de mes parents avec des lasagnes encore chaudes sur le siège passager. Je les avais faites maison, du genre que papa, Franck, aimait, avec un supplément de fromage et sans ricotta. L'odeur d'ail et de basilic emplissait la voiture comme un souvenir. Cette odeur avait toujours signifié « la maison ». La lumière de leur Porsche était allumée quand je suis arrivé, d'un jaune pâle se découpant sur le crépuscule, le genre de lumière qui vous fait penser que quelqu'un vous attend. Je me suis garé en face, en prenant soin de ne pas bloquer la place de Greg dans l'allée. C'était mon frère aîné, il avait toujours la place la plus proche de la maison. J'ai monté les marches avec le plat de lasagne chaud dans les mains. Un rythme familier. Gauche, droite, pause sur la 3e marche parce qu'elle craquait. Je n'ai pas tout de suite frappé. J'étais sur le point d'ouvrir la moustiquaire quand j'ai entendu mon nom. Diane ne posera pas de problème. Elle ne dit jamais non à la famille. C'était la voix de Franck, plate, assurée. Je suis resté figé. Ma main est restée suspendue près de la poignée. À l'intérieur, les voix résonnaient sur le carrelage de la cuisine. Maman, Linda, semblait tendue. Mais 300 000 ? C'est de la folie, Greg. Comment as-tu pu ? Peu importe comment, a dit Greg brusquement. Ce qui compte, c'est que j'ai besoin que ce soit réglé avant que l'audit n'aille plus loin. Vous aviez dit que vous m'aideriez. Puis Franck à nouveau, calme, déterminé. Nous le ferons. Diane a eu cette promotion. Rappelle-toi, analyste senior dans ce grand cabinet. Elle gagne probablement, quoi, 150 000 maintenant ? Le plat dans mes mains n'a pas bougé. Mais quelque chose à l'intérieur de moi, si. Je suis resté parfaitement immobile, comme si bouger pouvait empirer les choses. La moustiquaire semblait froide contre mon bras. Les lasagnes perdaient lentement leur chaleur entre mes doigts. À l'intérieur, la conversation continuait comme si je n'existais pas. Elle a mentionné quelque chose à propos de primes, a ajouté Greg. Probablement plus de 150 000. Ma mère a soupiré. Elle travaille si dur. Elle l'a toujours fait. Il y a eu une pause. Puis la voix de Linda, plus douce maintenant, comme si elle se convainquait elle-même. On dira que c'est pour le toit. La maison a des fuites. On peut commencer par là. 30 000, peut-être. Puis, plus tard, des factures médicales. Je dirais que j'ai besoin de quelques interventions. Greg ne l'a même pas laissé finir. Étale ça. Elle donnera. Elle donne toujours. Tu te souviens du prêt pour son entreprise ? 20 000. Sans poser de questions. Elle ne les a jamais redemandés. Elle nous a donné sa prime d'embauche, a dit Franck, comme si c'était une fierté. 40 000. Elle l'a juste donné. Greg a ri. Qui fait ça ? Elle croit encore qu'on est une vraie famille. C'est presque triste. Linda n'a pas ri. Sa voix est revenue, cassante. Ne parle pas comme ça de ta sœur. Elle est naïve, maman. Elle croit que se pointer avec ses foutues lasagnes signifie quelque chose. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus cligner des yeux. Je me suis vu clairement, moi, sur ce Porsche, encore et encore, les bras chargés, le cœur ouvert, sans jamais soupçonner qu'on me saignait à blanc. La voix de Franck est redevenue calme. On espacera les demandes. Diane ne peut pas dire non quand tu pleures. Ça marche toujours. Je n'aime pas lui mentir, a dit Linda à voix basse. Ce n'est pas mentir, a répliqué Greg. C'est la famille. Son argent, c'est l'argent de la famille. Elle n'a pas d'enfant, pas de mari. Dans quoi le dépense-t-elle de toute façon ? Son appartement ? L'appartement dans lequel j'avais tout investi. Celui avec vue sur le parc et une porte d'entrée qui se fermait à clé.
Le seul endroit que j'appelais le mien. Ça ira, a dit Franck. Final comme un coup de marteau. Elle s'en sort toujours. C'est ce qu'elle fait. Tu es sûr qu'il n'y a pas d'autre moyen, a demandé Linda. La voix de Greg a baissé. À moins que tu ne veuilles que je finisse dans une prison fédérale pour fraude fiscale et escroquerie. Non, c'est la seule solution. Mon avocat dit que si je peux rembourser avant qu'ils n'enquêtent plus, ils réduiront ça à des sanctions civiles. Fraude fiscale. Escroquerie. Mon frère, dont il se vantait auprès des cousins, des collègues, des inconnus au supermarché. Il n'était pas seulement en difficulté. C'était un criminel, et ils allaient me faire payer pour ça. J'ai reculé lentement de la porte, en prenant soin de ne pas faire grincer la marche. Mes mains étaient moites. Le plat a failli glisser. Je l'ai rattrapé. Sans un bruit. Sans laisser de traces. Je ne pouvais pas les laisser savoir que j'avais entendu. J'ai atteint ma voiture sans m'effondrer. Cela m'a surprise. Je sentais mes jambes détachées, comme si je flottais juste au-dessus du bitume. Les lasagnes reposaient sur mes genoux comme une blague que je ne comprenais plus. Je ne suis pas partie tout de suite. Je suis restée assise là, moteur éteint, à écouter le faible bourdonnement des insectes d'été et le passage occasionnel d'une voiture. Mon téléphone a vibré dans le porte-gobelet. Un message de Linda. Où es-tu, ma chérie? Le dîner est prêt. Mon pouce s'est immobilisé. Puis j'ai tapé, désolé. On m'a rappelé du travail. Audit d'urgence. On remet ça. 3 points ont clignoté. Puis sa réponse est arrivée. Oh non, on a quelque chose d'important à discuter. Ça peut attendre? Elle allait le dire. Le toit. Comme il l'avait prévu. Désolé, maman. Le patron dit que c'est urgent. Je t'aime. Je n'ai pas conduit jusqu'à la maison. Pas encore. J'ai juste conduit. Lumière de la ville, station-service, des endroits qui ne me connaissaient pas. J'avais besoin de mouvement, pas d'une destination. Quand je suis finalement entrée dans le garage de mon appartement, les lasagnes avaient refroidi. Je les ai laissées sur le siège passager et je suis montée les mains vides. À l'intérieur, je n'ai pas tout de suite allumé les lumières. Je suis restée près de la fenêtre, à regarder la nuit s'infiltrer à travers les ombres des arbres, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de la colère, pas encore. Juste une sorte de clarté lasse. Je leur avais donné 40 000 $ l'année de mon diplôme, puis j'avais vécu de nouilles instantanées et de café bon marché jusqu'à ce que je puisse à nouveau économiser. J'ai donné 20 000 $ à Greg quand son entreprise a fait faillite. J'ai payé leur dîner d'anniversaire quand ils ont dit qu'ils étaient à court d'argent. Pas une seule fois je n'ai demandé un centime en retour parce que je pensais que c'était ce que les filles faisaient, ce que les bonnes sœurs faisaient, ce que la famille faisait. Mais maintenant, je comprenais quelque chose que je n'avais pas compris avant. Ils n'avaient jamais vu ça comme de la générosité. Ils voyaient ça comme une obligation. Au moment de me coucher, un plan avait commencé à se former. Silencieux, précis. Je n'allais pas leur dire que je savais. Pas encore. Le lendemain matin, je n'ai pas fait de café. J'ai agi. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert tous les comptes que j'avais, courant, épargne, investissement, même ce vieux plan de retraite de mon premier emploi. J'ai viré chaque centime vers de nouvelles banques, celles que mes parents ne connaissaient pas. J'ai appelé chaque service client, mis en place des alertes à la fraude, gelé chaque accès commun que j'avais jamais partagé. Puis j'ai changé chaque mot de passe, authentification à 2 facteurs, question de sécurité, tout. Mon téléphone a sonné sans arrêt. Maman, papa, Greg. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai envoyé un email à ma patronne, Suzanne Richard, pour lui demander si elle avait quelques minutes. L'objet était simple, personnel, urgent. Suzanne était une femme vive d'une 50aine d'années. Pas d'enfant, l'allure de quelqu'un qui avait traversé le feu en talons aiguilles. Quand je suis entrée dans son bureau, elle n'a pas souri, elle m'a juste fait signe de m'asseoir. J'ai besoin d'un conseil, ai-je dit. Pas juridique, pas encore, juste personnel, mais ça pourrait affecter mon travail. Elle a hoché la tête.
Allez-y. Je lui ai tout raconté. La conversation que j'avais entendue, l'argent que j'avais donné au fil des ans, la fraude de Greg, le plan qu'ils avaient élaboré, mon plan pour disparaître, financièrement parlant. Elle a écouté tout du long, les bras croisés, son expression s'assombrissant à chaque paragraphe. Quand j'ai eu fini, elle s'est penchée en avant. Premièrement, a-t-elle dit, vous gérez ça mieux que la plupart des gens. Deuxièmement, il vous faut un avocat. Pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce qu'il pourrait essayer de déformer les faits. Troisièmement, il vous faut des archives. Chaque dollar, chaque demande. Documentez tout. J'ai ouvert le tableur que j'avais commencé la veille. 5 ans de virement, date, montant, note en marge comme « Urgence Greg » et « Facture médicale maman ». Suzanne a sifflé doucement. C'est près de 200 000 $. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Ma gorge était serrée. Puis elle m'a regardé. Quelque chose de doux dans sa voix. Maintenant, une dernière chose. Nous avons un poste vacant dans notre bureau de Londres. Même poste, meilleur salaire. Et plus important encore, un océan entre vous et ce pétrin. Londres, ai-je répété. Vous ne seriez pas seul, a-t-elle dit. Vous auriez du soutien. On s'occuperait de votre visa, du déménagement, de tout. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Mais quelque chose en moi a changé. Cet après-midi-là, Greg a finalement réussi à me joindre. Je ne sais pas pourquoi j'ai répondu. Peut-être que je voulais entendre comment il l'expliquerait. Bon sang, Diane. A-t-il dit. Où étais-tu passé? Au travail, ai-je dit sèchement. À ce travail qui, selon toi, imprime de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis occupée. Que veux-tu? Il faut qu'on parle en famille. Dîner demain. Je ne peux pas. J'ai des projets. Plus importants que la famille? Je n'ai pas hésité. Du genre où les gens ne complotent pas pour voler 300 000 $. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Je ne sais pas de quoi tu parles, a finalement dit Greg. Fraude fiscale, escroquerie. Vous alliez me laisser payer pour ça. Il a ri. Trop fort, trop forcé. Tu écoutais. J'apportais des lasagnes, ai-je dit. Tu te souviens de ce dîner de famille? Cette chose à laquelle tu as dit que je croyais encore bêtement? Diane, écoute. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense. Vous avez tout planifié. Tu leur as dit de pleurer si nécessaire. Tu m'as traité de naïve. J'ai des ennuis. Tu aurais dû y penser avant d'enfreindre la loi fédérale. Tu vas vraiment me laisser aller en prison pour de l'argent? De l'argent que tu peux te permettre? J'ai fermé les yeux. Je ne pouvais pas me permettre les 40 000 que j'ai donnés à maman et papa. Je ne pouvais pas me permettre les 20 000 que je t'ai donnés. Je ne pouvais rien me permettre de tout ça. Mais je l'ai donné parce que je pensais que c'était ce que la famille faisait. Silence, lourd, comme s'il ne savait pas où aller à partir de là. Je t'en supplie, a-t-il dit. Alors supplie quelqu'un d'autre. J'ai raccroché. Les SMS ont commencé immédiatement, de Greg, de maman, de papa. Je ne les ai pas lus. Mercredi, quelqu'un a sonné à l'interphone du bureau. C'était Linda. Elle avait l'air plus vieille que dans mon souvenir. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux rouges. Elle n'a pas attendu qu'on la laisse entrer, elle a simplement dépassé la sécurité et m'a trouvé près des ascenseurs. Diane, s'il te plaît, parle-moi. Je suis restée là, dans le hall en marbre de mon cabinet, en blazer bleu marine et talons, pendant que ma mère pleurait comme une enfant. On peut parler, ai-je dit. Ici même. Elle a tressailli. On ne peut pas aller dans un endroit privé? Greg a des ennuis. Je sais. Fraude, évasion fiscale. Il m'a dit qu'il avait fait des erreurs, mais c'est ton frère. Non, c'est ton fils. Aide-le toi-même. Nous n'avons pas l'argent. Tu le sais. Alors peut-être qu'il n'aurait pas dû commettre un crime grave. Sa voix s'est brisée. Comment peux-tu être si froide? Ce n'est pas toi.
Tu as raison. L'ancienne moi aurait déjà fait le chèque. L'ancienne moi pensait que l'amour signifiait le sacrifice. L'ancienne moi te croyait quand tu disais « la famille aide la famille ». Elle a levé les yeux, confuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que l'ancienne moi est morte sur votre porche. Cela l'a arrêté net. Tu ne le penses pas? Je me suis approchée, la voix basse. Tu as dit que je ne dirais pas non. Tu as dit que je ne comprenais pas comment fonctionnait le monde réel. Tu as dit que je fonds quand tu pleures. De vraies larmes maintenant, pas des larmes de comédie. Une vraie peur. Nous étions désespérés. Non, vous étiez avide. Il y a une différence. Elle a tendu la main. J'ai reculé. Je l'ai laissée là, dans le hall, sous les lettres dorées du nom de mon cabinet. Je n'ai pas regardé en arrière. Le jeudi est passé en silence. Pas d'appel, pas de message, pas de visite surprise. Un instant, j'ai cru que c'était peut-être fini. Qu'ils avaient peut-être enfin compris. Le vendredi après-midi, je rangeais mon bureau quand la réceptionniste a appelé. Diane, il y a quelqu'un du service juridique en bas, un huissier. Il dit qu'il a des documents pour vous. Je me suis figée, puis j'ai expiré lentement. Faites-le monter. Il m'a tendu une enveloppe Kraft. Pas de contact visuel, pas de mots, juste un nom griffonné et une sortie silencieuse. À l'intérieur, une plainte formelle. Mes parents me poursuivaient en justice, affirmant que l'argent que je leur avais donné au fil des ans était des prêts, qu'ils exigeaient maintenant le remboursement et que je leur avais causé une détresse émotionnelle et une instabilité financière en coupant le contact. C'était absurde. Si absurde que j'ai ri, là, à mon bureau. Pas un rire aigu, un rire creux. Le genre de rire qu'on lâche quand l'incrédulité finit par céder et laisse l'épuisement prendre le dessus. Ils n'essayaient pas seulement de me culpabiliser. Ils essayaient de me punir. J'ai appelé l'avocate que Suzanne m'avait recommandée, une femme nommée Carole Kim. Efficace, directe. J'ai scanné et envoyé les documents par email. Elle m'a rappelé 10 minutes plus tard. Ils n'ont aucune chance, a-t-elle dit. Pas de contrat, pas de documentation, pas d'accords écrits, rien qui ne prouve que tout cela était un prêt. C'est du harcèlement de manuel. On peut contre-attaquer, ai-je demandé. On pourrait les poursuivre pour dommages et intérêts, détresse émotionnelle, diffamation. J'ai fait une pause. L'idée ne me plaisait pas, non, ai-je dit. Je ne veux pas de leur argent. Je veux juste qu'ils partent. Il y a eu un long silence au téléphone. Puis Carole a dit, compris. J'ai fermé le dossier, je l'ai mis dans un tiroir, je l'ai fermé à clé. Ce week-end-là, j'ai commencé à faire mes valises, pas seulement pour Londres, mais pour une vie qui n'inclurait pas des gens qui me voyaient comme un chéquier sur pattes. Le déménagement était prévu pour mardi. Tout le week-end, j'ai rempli des cartons avec des choses que j'avais cru garder pour toujours, des livres de cuisine avec l'écriture de ma mère dans les marges, des photos encadrées de vacances où c'était moi qui étais derrière l'appareil photo. Je les ai emballées avec soin, puis j'ai laissé la plupart d'entre elles derrière moi. Le dimanche matin, Greg a rappelé. Le numéro n'était pas familier. J'ai répondu sans réfléchir. Tu vas vraiment me laisser aller en prison, a-t-il dit. Je ne te laisse rien faire, ai-je répondu. Tu vas en prison parce que tu as commis des crimes. Sa voix s'est brisée. Je pourrais tout perdre. Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Ma famille, ma confiance, ma conviction que vous teniez tous à moi en tant que personne, et pas seulement en tant que ressource. Silence. J'avais peur, a-t-il dit. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Tu l'as planifié. Tu en as ri. Tu leur as appris comment me mentir. Je ne voulais pas te faire de mal. Tu n'as pas du tout pensé à moi. Il a réessayé. Diane, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je te l'ai déjà dit. Supplie quelqu'un d'autre. J'en ai assez. J'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro. Plus de messages. Plus d'appels. Il devait l'avoir compris que la porte était fermée. Lundi, je me suis tenue au milieu de mon appartement à moitié vide et j'ai regardé autour de moi, la vie que j'avais construite.
Chaque centimètre gagné, chaque dollar âprement disputé, chaque pièce touchée par des gens qui semblaient maintenant des étrangers. Je n'ai pas pleuré. À la place, j'ai fait mon dernier sac, je l'ai fermé et j'ai collé une note sur la porte d'entrée pour les déménageurs. Londres, T3, avec vue sur la rivière. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que depuis des années. Pas parce que tout était réglé, mais parce que je ne faisais plus semblant. Je l'ai trouvé au fond d'un placard, caché derrière de vieilles plaques de cuisson dans un moule à tarte ébréché que je n'utilisais plus. Le plat à lasagne, encore propre, encore lourd, celui que j'avais apporté ce dimanche soir, plein de chaleur, d'espoir et de fromage, croyant que je pénétrais dans l'amour. J'ai passé ma main sur son bord. Ce n'était que du verre et du métal, mais d'une certaine manière, il contenait tout. Chaque dîner que j'avais préparé, chaque fois que j'avais essayé, chaque façon dont il m'avait vidé et m'avait souri en le faisant. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai juste pris, je me suis retournée et je l'ai jeté dans la poubelle de la cuisine. Le bruit qu'il a fait n'était pas fort. À l'aéroport, ma carte d'embarquement à la main, j'ai reçu un dernier message d'un numéro que je ne reconnaissais pas, mais je savais de qui il s'agissait. Diane, je suis désolée. Pas d'avoir eu besoin d'aide, mais de la façon dont nous avons prévu de l'obtenir. Tu méritais mieux. J'espère qu'un jour tu pourras nous pardonner. Je l'ai regardé longuement, puis j'ai répondu, j'espère qu'un jour vous mériterez d'être pardonné. J'ai éteint mon téléphone et j'ai marché vers ma porte d'embarquement. 6 mois plus tard, la nouvelle est arrivée par l'intermédiaire de mon avocat. Greg avait été condamné, 18 mois dans une prison fédérale pour fraude fiscale, escroquerie en ligne et tentative de dissimulation d'actifs. Mes parents avaient vendu leur maison pour aider à couvrir ses frais de justice. Ils ont tout de même perdu la majeure partie. Ils vivaient maintenant chez ma tante en Floride. Je n'ai ressenti ni satisfaction, ni culpabilité, ni même de colère. Ce n'était plus que des noms maintenant. Des gens que j'avais connus dans une vie que je ne vivais plus. À Londres, le ciel changeait toujours, gris, puis argenté, puis quelque chose de presque chaud. J'avais un appartement d'angle avec de vieux murs en briques et une vue sur la rivière. Je m'étais fait des amis, de vrais amis, des collègues qui m'appréciaient pour autre chose que ma signature sur un chèque. Parfois, lors de calmes matins du dimanche, je faisais encore des lasagnes, juste pour moi. Pas parce qu'il me manquait, mais parce que je me souvenais de la fille qui avait cru un jour qu'apporter de la nourriture revenait à apporter de l'amour. La fille qui portait son cœur dans un plat à four et le déposait à leur porte encore et encore, espérant qu'un jour, on le lui rendrait entier. Elle n'était plus là. À sa place, il y avait quelqu'un de différent. Quelqu'un qui savait que l'amour sans respect n'est qu'une dette déguisée. Quelqu'un qui comprenait que partir n'était pas abandonner. C'était se souvenir de qui l'on est. Et parfois, la seule personne qui est vraiment là pour vous, c'est vous-même. Je pensais qu'être présente suffisait. Que si je continuais à dire oui, à donner, à préparer des plats et à couvrir des factures, il finirait par me voir, pas seulement ce que je pouvais offrir. Mais certaines personnes ne vous aiment que tant que vous êtes utile. Et au moment où vous cessez de donner, vous cessez d'exister. Je ne suis pas partie pour les punir. Je suis partie pour protéger ce qui restait de moi. Si vous vous êtes déjà retrouvé devant une porte, quelque chose de chaud dans les mains et de l'espoir dans le cœur, pour n'entendre que la vérité qui vous brise, je vous vois. Vous n'avez pas à expliquer pourquoi vous avez cessé d'appeler, pourquoi vous n'êtes pas rentré pour les fêtes, pourquoi vous êtes parti. Vous ne devez d'excuses à personne pour vous être sauvé. Si vous avez déjà été celui qui donnait en silence, laissez juste un mot que vous auriez aimé qu'on vous dise.